Studio, Gilbert Rozon est dans de sales draps. On en parle avec Monique Néron, Émilie Perrault, François Morancy et le docteur Gilles Chamberlain. Bienvenue, tout le monde en parle. Il y a des semaines où il n'arrive rien, et ce n'est pas cette semaine. Monique Néron, vous êtes journaliste judiciaire. Émilie Perrault, vous êtes journaliste culturelle. Vous travaillez toutes les deux au 98.5. François Morancy, tu es humoriste. Tu as animé au moins 10 galas juste pour rire. Dr. Gilles Chamberlain, vous êtes psychiatre et on vous reçoit pour nous éclairer sur le processus de dénonciation. Monique et Émilie, Cogeco Nouvelles et Le Devoir ont dévoilé cette semaine les témoignages de 10 présumées victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle qui auraient été commises par le producteur Gilbert Rozon. Vous avez toutes les deux travaillé sur cette enquête où ces femmes ont décidé de briser le silence. Qu'est-ce qui vous a incité à initier cette enquête-là sur Gilbert Rozon? Évidemment, tout ça est dans la foulée du mot-clic hashtag moi aussi. Donc, je suis tombée sur cette publication de la réalisatrice Lynn Charlebois qui raconte une agression qu'elle a subie. Elle ne nommait pas son agresseur, mais elle donnait assez de détails pour que les gens puissent le reconnaître. Elle dit, si vous le reconnaissez, si vous avez été victime, manifestez-vous. Et là, il y a des gens qui ont commencé à commenter sur ce statut-là. Donc, j'ai commencé à faire des appels, j'ai parlé avec différentes femmes qui m'ont raconté leur histoire, qui ont nommé chacune leur tour Gilbert Rozon. Et là, j'avais différents témoignages et toutes les filles me disaient la même chose. Moi, je ne sortirai pas si je suis toute seule. Et là, moi, j'entends plein de filles qui me disent la même chose. Je dis, ben, t'es pas toute seule. J'en entends d'autres. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mais il fallait les mettre en confiance. Et les mettre en confiance, les mettre en contact, il y a tout ça qui devait s'organiser. Elles se sont parlé entre elles. Elles ont décidé ensuite, après que nous, on ait pris chacune leur témoignage, de se rencontrer, et c'est là où nous avons été conviés avec la journaliste Amélie du Devoir. Ouais. On a d'abord recueilli leurs témoignages et ensuite organisé cette rencontre-là où les femmes, pour la première fois, entre elles, ont échangé leurs histoires. Et ça a été un moment de grande émotion pour plusieurs, parce que certaines se connaissaient, d'autres non. D'autres ont été surprises de voir arriver un visage connu et de réaliser qu'elles avaient toutes deux vécu un traumatisme. On a invité ces femmes qui ont témoigné contre Gilbert Rozon ce soir. Elles ont préféré s'en tenir à ce qu'elles ont dit à la radio et dans le journal. On va écouter par contre des extraits de leurs témoignages parce que j'ai des questions là-dessus. D'abord, la réalisatrice Lynn Charlebois. Donc, je me retrouve chez lui parce qu'il veut changer sa chemise. Je trouve que c'est long un peu. Il allume un joint. Puis, moi, je suis tellement excitée d'avoir peut-être un de mes premiers contrats en photo. Et puis là, la première chose que je sais, c'est qu'il saute, baisse les culottes. Et je me dis, il vient de rencontrer mon chum. Je l'ai vu pour la première fois le matin. Mais j'ai figé. J'ai complètement paralysé. J'ai fait la planche. J'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Il est peut-être barré à la porte et j'ai peur de mourir. C'est pas compliqué. Oui, c'est puissant, là. Et en fait, ce qui est d'autant plus puissant, et vous allez en entendre d'autres, des témoignages, c'est que ces femmes-là ont décidé de témoigner à visage découvert, donc de le faire en révélant leur identité. La recherchiste Anne-Marie Charette travaillait pour Gilbert Rozon à la fin des années 80. Puis là, ben, mon sous-boss, j'ai vu en parler. Ben, si Gilbert t'appelle pour avoir un dossier, vas-y. Fait que là, je pars avec mon sac à dos, je marche jusqu'à l'hôtel et j'arrive avec le dossier dans mon sac à dos. Et je cogne à la porte et je sais ce qui m'attend, ou en fait, je l'appréhende. Puis, en effet, il ferme la porte, il me pousse sur le lit. Et là, ses yeux sont exorbités comme une espèce de regard de fou. Tu sais, il essaye de me coucher. Puis là, moi, je fais non, tu ne me feras rien. Finalement, il m'a laissé sortir de la chambre d'hôtel. Mais c'était un harcèlement fait pendant des mois. Et selon Anne-Marie, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'elle a perdu son emploi à Juste pour rire. Et je pense qu'il est important dans le contexte de cet extrait-là, c'est qu'auparavant, elle a refusé à plusieurs reprises d'y aller ce jour-là dans la chambre. Ce qu'elle nous a raconté, c'est que Gilbert l'appelle, il dit « Viens me porter un dossier dans la chambre d'hôtel ». Elle dit « Non, je sais pourquoi tu veux que j'aille dans une chambre d'hôtel, je n'y vais pas ». Elle a refusé, et finalement, vous l'avez entendu, c'est quelqu'un d'autre qui a dit « Si le boss te demande, tu y vas ». Et c'est ça aussi qui est troublant. Sophie Moreau est la fille de Jean-Guy Moreau. Elle avait un emploi d'été à Juste pour rire. On descend un escalier métallique, puis il fait noir en bas, puis je sais qu'on va pas en bonne place. Je le sais. Parce que je la connais, la place. Mais je
parce que Gilbert, c'est le meilleur ami de mon père, puis j'ai confiance en lui, évidemment. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me dit embrasse-moi, puis il me regarde, puis j'ai 15 ans, je suis quand même développée à cet âge-là, mais pas mal développée. Et bref, il me presse contre lui, puis il veut que j'embrasse, puis je refuse, évidemment, et je le repousse, je dis non, mais pas violemment, juste non. Moi, j'ai embrassé un gars dans ma vie avant le fait que je suis vraiment pas bref, fait que il part à rire, il voit qu'il n'y aura rien, ça ne marchera pas, puis je suis terrorisée. Et l'histoire ne se serait pas arrêtée là. Non, effectivement, parce que ça, c'était l'été de ses 15 ans. Et l'été suivant, donc à l'âge de 16 ans, comme elle n'en parle pas à ses parents, qu'elle n'en parle pas à son père, qui est toujours très proche de Gilbert Rozon, ce qui se passe, selon ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle doit retourner travailler comme réceptionniste. Et l'été suivant, c'est du harcèlement chaque jour, ce sont des commentaires à connotation sexuelle, une proximité, tout à fait. Donc, dans son cas, ça a duré pendant 2 étés. La comédienne Salomé Corbeau travaillait elle aussi pour le Festival Juste pour rire alors qu'elle était adolescente en 1990. Je me suis mis à dire, ben voyons, Gilbert, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis quand même une jeune fille qui parle fort puis qui est capable de se déprendre. Fait que j'ai renommé très fort, j'ai 14 ans, espérant que les témoins autour, puisque c'était une fête en extérieur, dehors, entendent et réagissent, mais visiblement, les gens n'ont pas capté mon cri. Et au moment où Gilbert est descendu vers ma petite culotte et qu'il a réussi à y insérer un doigt, j'ai réussi à vraiment le repousser parce que, bon, ben, j'ai toujours été un peu baraquée et il a juste fait volte-face, il a disparu. Et vous entendez la voix de Salomé Corbeau, cette émotion, parce qu'elle nous a raconté, vous savez, moi, pendant des années, j'ai enterré ça. Elle a banalisé un peu. Et en racontant, en vulgarisant, en échangeant avec d'autres femmes, c'est comme si tout ça était remonté à la surface et qu'elle se disait, c'est grave. C'est grave et d'autres l'ont vécu après et c'est ça qui a été très émotif pour ces femmes-là qui ont décidé de témoigner. Chloé Giraud-Lachance a côtoyé Gilbert Rozon pendant un voyage en Europe. Elle accompagnait un ami de sa mère avec Gilbert Rozon et sa femme. J'ai ouvert la porte, puis là, ben, c'était M. Rozon qui était là, qui est rentré dans ma chambre, qui m'a poussée, qui a fermé la porte, qui m'a sauté dessus littéralement, qui a essayé de m'ôter ma jaquette, tout en défaisant son pantalon et tout. Et donc, on s'est comme battu un peu comme ça pendant quelques, je sais pas, peut-être une minute. J'arrêtais pas de lui dire d'arrêter puis de me lâcher, mais ça n'arrêtait pas, fait que j'ai crié. Puis donc, comme quand j'ai crié, il s'est comme ressaisi, il s'est relevé, il s'est remonté son pantalon, puis il me dit que de toute façon, il était trop excité, que ça ne durerait pas assez longtemps. Aucune de ces femmes-là n'a porté plainte à la police à l'époque. Certaines ont essayé. Lynn Charlevoix s'est présentée dans la foulée de l'arrestation de Gilbert Rozon en 1998. Ouais. Elle nous dit qu'elle s'est présentée avec une amie qui, elle aussi, disait avoir été victime. Elles se sont présentées à la police et on leur aurait dit, écoutez, c'est vieux, c'est trop vieux. Alors qu'en réalité, on sait qu'il n'y a pas de délai de prescription pour il y en a porter pas. plainte. C'est important de le dire. Pour agression sexuelle, alors, je pense que le Dr Chamberlain pourra en témoigner, mais elles se sont fait dire ça. La police de Montréal vient d'ouvrir une enquête à propos d'une agression qui a eu lieu en 1994. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Les informations qui ont été transmises par le SPVM. C'est-à-dire que nous, on a rencontré cette femme-là, elle fait partie des gens qui nous ont fait un témoignage. Par contre, elle nous a dit qu'elle préférait porter plainte à la police et nous, on respecte ça. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que c'est en 1994, ça s'est passé à Paris et on va respecter sa demande. Jeudi dernier, la comédienne Patricia Tulane a révélé que Gilbert Rozon l'aurait agressée sexuellement en 1994. À l'époque, elle jouait dans une pièce de théâtre qui était produite par Gilbert Rozon. Est-ce que vous croyez que votre enquête pour inciter d'autres femmes à parler, ça déboule, là? Ah, tout à fait. Et on l'a senti avant même qu'on diffuse les témoignages. On avait ce feedback-là, permettez-moi l'expression, de OK, une autre. Et là, ça grandissait. Et évidemment, nous, on avait un travail journalistique à faire à travers ça, là, de vérification, de corroboration, mais on voyait qu'il y avait un momentum et qu'elles décidaient de se lever ensemble. Oui, chacune avait vécu un traumatisme, mais ensemble, il y avait une cause, il y avait une responsabilité de protéger d'autres femmes
Et c'est pour ça qu'elles ont parlé. Et c'est important de souligner qu'elles ont décidé dès le départ de le faire une fois, mais Ouais. correctement. C'est pour ça qu'elles ne sont pas là ce soir et je pense qu'on doit respecter ça. Et nous, on a accepté de venir parce qu'on trouvait ça important de continuer de faire résonner leur voix. Docteur Chamberlain, c'est difficile pour les victimes de dénoncer leur agresseur. Qu'est-ce qui rend la dénonciation difficile? Ça peut paraître paradoxal que les victimes se sentent coupables, mais c'est ce qu'on voit quand on leur parle. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, c'est un événement où souvent les victimes vont se sentir sales de ce qui est arrivé, sont honteuses de ça. Même si ils n'ont jamais souhaité ça, il y a une espèce de honte à en parler. L'autre chose aussi, c'est qu'en reparler, c'est le revivre. C'est se replacer dedans, c'est revivre toute l'émotion qu'on avait à ce moment-là. Et finalement, plus le temps passe, plus on se sent coupable de ne pas en avoir parlé, justement. Si on apprend qu'il y a eu d'autres victimes, on se dit, nous, on aurait peut-être pu faire quelque chose, on se sent encore plus coupable de ne pas l'avoir dit. Ce qui fait que c'est pas facile pour ces gens-là d'en parler. On a entendu cette semaine des personnes dénoncer des comportements ou des agressions alléguées qui seraient survenues sur une période de 30 ans. Pourquoi c'est aussi long pour une victime avant de dénoncer son agresseur? Bien, il y a plusieurs choses. La personne peut maturer dans ça aussi. Plus on est jeune, plus on se sent coupable, plus on voit ça gros et on veut l'enfouir pour pas s'en souvenir. Donc, on peut faire une espèce de travail sur nous, accepter ça et faire la paix avec ça, être capable d'en parler. Il y a aussi l'effet des autres qui vont en parler. Plus il y a de gens qui en parlent, plus on se déculpabilise, plus on n'est pas tout seul dans notre petit coin à vivre quelque chose. Donc, ça rend le fait d'en parler plus facile. François Morancy, tu participes au festival Juste pour rire depuis 1993. Tu as animé entre autres 10 galas. L'événement a grandement contribué à ton rayonnement comme humoriste. Comment tu as réagi en apprenant la nouvelle concernant Gilbert Rozon? Mal. J'ai fait un statut Facebook en fin d'après-midi pour 3 raisons. Essentiellement, 1, par empathie pour les victimes. 2, parce que tout comme certains de mes collègues humoristes qui m'ont écrit, j'entendais, je recevais des commentaires de gens, ouais, vous êtes silencieux, c'est votre chum, vous le protégez, vous le saviez. Je fais, oh, time out. Il y a un choc d'abord? Bien, premièrement, il y a le choc. Deuxièmement, tu ne veux pas réagir de façon impulsive, de façon stupide, tu veux faire un peu de recul. Et troisièmement, je sais qu'au Québec, le milieu du spectacle, on est peu nombreux. Les gens, parfois, ont l'impression qu'on se connaît toutes. Oui, on se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. Je veux dire, moi, je connais tout le monde ici sur le plateau, mais je ne connais pas vraiment personne, à part Claude, avec qui j'ai passé du temps en privé, mais le reste de vous autres, je ne sais pas ce que vous êtes, ce que vous faites. T'sais. Fait que c'est pas parce que tu partages une profession que tu partages une vie ou des valeurs. Fait qu'il fallait faire un time-out là-dessus, sérieux. On l'avait vécu dans le temps, quand il y a eu le scandale de la prostitution juvénile à Québec, il y avait une rumeur qu'il y avait 2 humoristes. Chaque entrevue où on annonce, se disait, ouais, c'est toi, arrête, ça suffit. Là, t'sais. Et troisièmement, comme tu l'as dit, moi, Juste pour rire est hyper important dans ma carrière, je dirais même dans ma vie. T'sais. S'il n'y a pas de Juste pour rire, je ne suis pas certain si je suis là. Puis je devais annoncer, vendredi matin, je retournais animer le gala hommage en juillet prochain. Et là, tout a pété mercredi soir, je disais à mon gérant, mais non, ça suffit, ça suffit. Puis ça me brise le cœur parce que Juste pour rire, c'est bien plus que Gilbert Rozon. Dans ce building-là, il y a du monde de grand talent. Je pense à Bruce Hills qui fait Just for Laughs, Martin Roy. Il y a un paquet de monde qui devrait, drette là, attendez pas, là, prendre les commandes de ça, puis faire une cassure que je vais qualifier de violente avec Gilbert. C'est terminé. Il ne faut plus qu'il y ait de doute dans la tête de personne qui peut peut-être tirer des ficelles en arrière ou que, tu sais, ouais, c'est terminé parce que s'il n'y a pas ce message clair-là, je ne vois pas quel humoriste va aller se pointer là, puis je ne vois pas qui va acheter un ticket à 150$ pour un gala. Fait j'espère, puis il y a assez de monde intelligent dans ce boîte-là, puis en fait, il y a bien plus de ça que d'autres choses. Et il y a 10 présumées victimes. Il y a les victimes collatérales, les employés, les membres de la famille, les amis, les mères, les conjoints. Tu sais, c'est une immense business, puis je ne sais pas comment il y a de monde dans le bâtiment. Il y en a plus l'été qu'il y en a l'hiver, bien sûr, mais c'est au moins 150 personnes qui travaillent là, tu sais, puis les producteurs, les bookers de show, toutes les équipes techniques qui travaillent sur le festival, c'est énorme, c'est le plus gros festival d'humour au monde. Est-ce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient concernant Gilbert Rozon entre humoristes? C'est-à-dire qu'on savait tous, depuis l'affaire du melon rouge et le Campbell. Il y a eu l'avant, l'affaire et l'après. Ouais, c'est ça. Puis, Comme tout le me monde, semble-t-il changé. j'ai entendu Gilbert, maintes fois, faire un mea culpa en privé et en public. Ouais. Sur, écoute, j'ai eu ma leçon, ça a pas, tu sais, j'ai fait une gaffe, on m'a pardonné. Fait que tu fais, OK, le gars, il a eu sa leçon. Moi,
quand est arrivé le truc en 1998 et le procès, j'étais horrifié et insulté. Gilbert a effectivement rencontré toutes les personnes qu'il connaissait et même celles qu'il ne connaissait pas. Ça a pris des années, petit à petit. Depuis 3 ou 4 ans, il a produit les shows de RBO au Centre Bell, le show du 375e de Montréal que j'ai animé. Et je revoyais cet homme-là, puis je me disais, ah, il est un autre homme. Et j'ai appris ça aujourd'hui, là, puis ça m'a jeté sur le cul. En fait, Éric aussi. C'est des personnes que je fréquente depuis à peu près le même temps, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, occasionnellement, mais avec plaisir. J'ai immensément de sympathie, de douleur et d'affection pour toutes les victimes, je les connais presque toutes, de penser aux victimes collatérales, c'est-à-dire tous les employés qui ont perdu leur job chez Salvaille, et Juste pour rire, qui est une immense boîte et qui pourrait s'écrouler, les conjoints de ces personnes-là, la famille. Alors, c'est un immense... je suis dévasté cette semaine. Puis en même temps, je me dis, c'est ça qu'il fallait faire. Vous n'avez rien à vous reprocher, au contraire. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Il n'y a rien de réjouissant. Par contre, quand j'entends une aide d'urgence, un octroi d'1 million de dollars de la part du gouvernement pour aider les victimes d'agressions sexuelles, quand j'entends un ministre qui dit « OK, là, les cours d'éducation sexuelle, là, on va essayer de les ramener », tu sais, je pense que tout le monde espère un changement de mentalité. On peut y rêver, est-ce que c'est utopique, mais il est peut-être possible. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, tu sais, il y a quelques années, quand quelqu'un partait sous dans un party, on ne disait rien, c'était son problème. Aujourd'hui, on ne laisse pas partir, on les prend les clés. Ouais. Peut-être que maintenant, là, quand tu vas être témoin, soit victime ou témoin d'un acte, une joke plate ou peu importe, les gens vont dire inacceptable. Les Et témoins, on va sont, le dire. les témoins sont très importants. Hein? Les témoins ils ont un rôle à jouer pour dire Hey, je t'ai vu, premièrement. Ouais. Deuxièmement, c'est pas acceptable. T'sais, donc, Le dire. Et peut-être que ça va être socialement accepté de le dire dans quelques Exact. années. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient sortir éventuellement, des gens qui auraient réussi? Tout à fait, il y a des choses Je qui suis circulent. absolument présentement. convaincue de ça. Dans tous les milieux, en fait. Hein. Oui. Oui, c'est exact. Dans tous les milieux. On parle du milieu artistique principalement cette semaine, mais aujourd'hui, on a eu des sons de cloche d'avocats, du milieu de la santé, de la construction. Ça existe. C'est là, et c'est pour ça que ces femmes-là, on veut le dire. Docteur Chamberlain, Éric Salvaille, Gilbert Rozon et maintenant Gilles Parent, l'animateur de Radio-Québec, ont été visés par des allégations d'inconduite sexuelle. Sans parler de ces personnes précisément, on aimerait comprendre certains comportements. En général, pourquoi une personne en vient à adopter des comportements d'inconduite sexuelle en situation de pouvoir? Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? C'est sûr que ça prend une personnalité particulière pour s'imposer contre la volonté de quelqu'un. On ne peut pas faire des diagnostics, là. On a quand même des hypothèses de travail. Les hypothèses de travail, c'est que ce n'est pas une maladie qui va s'emparer de quelqu'un. Quelqu'un qui va développer, mettons, un épisode de manie, il peut être désinhibé, mais c'est une rupture avec ce qu'il est habituellement. Et ça peut se soigner parce que c'est quelque chose. Là, on parle d'une personnalité. C'est dans l'individu d'être comme ça. Et il y a deux phénomènes. Il y a la personnalité de l'individu lui-même. L'hypothèse de travail qu'on peut avoir, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup confiance en eux au point où ils en sont peut-être narcissiques. Souvent, les gens qui réussissent vont penser que les gens qui n'ont pas réussi, ils leur doivent un peu quelque chose, l'admiration. Donc, quand on lit les critères, c'est pour ça que je les avais amenés de la personnalité narcissique, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont pas souvent d'empathie avec les victimes. Donc, ça favorise le passage à l'acte. C'est des gens qui pensent qu'ils sont tellement importants que c'est normal que les personnes veulent satisfaire leurs intérêts. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un phénomène de tolérance. Habituellement, ces gens-là ne commenceront pas directement avec quelqu'un d'extrêmement solide. Ils vont cibler quelqu'un qui est plus fragile, ils vont commencer par quelque chose de moins audacieux. Et là, quand ils vont s'apercevoir qu'ils n'en ont pas de conséquences, souvent c'est à cause du lien d'autorité, mais là, ils vont aller plus loin, ils vont pousser la limite plus loin, ils vont étendre ça à des victimes qui sont moins fragiles. Et c'est ce qui fait qu'on peut se ramasser avec autant de victimes. C'est ce phénomène-là qui amène les gens à croire de plus en plus qu'ils ont le droit de faire ça. Est-ce que ça se guérit? Et c'est extrêmement difficile de changer de personnalité. Parce qu'il faut être capable de se regarder et c'est souffrant de se regarder. Quand on regarde quelqu'un de narcissique et on lui lit les critères, la personne ne se reconnaît même pas. Parce que c'est trop difficile de se voir comme ça, surtout si on est narcissique à la base. Donc, c'est des thérapies qui sont longues. C'est sûr que si les gens consultent avant d'être mis sur la sellette, là, on peut voir la motivation qui est peut-être plus facilement sincère.
Si les gens sont forcés de consulter, la thérapie à ce moment-là a moins de succès. Il y a des conséquences incroyables. La chaîne M6 a annoncé qu'elle suspendait la France a un incroyable talent. Gilbert Rozon est un des juges. Et Radio-Canada a dit que si les Dragons revenaient, ce serait sans Gilbert Rozon. Est-ce que vous comprenez cette réaction-là? Je pense que c'était prévisible. Quand on a compris que ces femmes-là allaient aller de l'avant à visage découvert, qu'elles étaient 10, quand on a solidifié tout ça et qu'on savait ce qu'on allait présenter, je pense qu'on s'attendait à de pareilles conséquences. Monique et Émilie, dans la foulée des dénonciations de la semaine dernière, le service de police de la Ville de Montréal a invité les victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés à porter plainte. Une ligne téléphonique a même été mise en place. Le SPVM a aussi tenu à réitérer toute l'importance qu'il accordait à ce type de crime. Pourquoi ce rappel était important? Est-ce que certaines victimes ne font plus confiance à la police? Oui, je suis certaine de ça, pour toutes sortes de raisons, pour les sentences, pour ce que ça implique que de porter plainte. C'est un long douloureux. processus, là. Et avec les délais judiciaires qu'on connaît, parfois ça peut durer 3, 4 ans, c'est lourd, c'est le fameux contre-interrogatoire. Ça, c'est beaucoup dans la... C'est revivre son drame constamment. Tout à fait. L'enquête préliminaire, le procès, et puis là, c'est d'entrer dans la vie privée, de se faire démolir. Ça peut être humiliant pour certaines femmes, c'est difficile pour certaines femmes. Donc, je pense que c'est une panoplie de facteurs qui font que certaines femmes hésitent à porter plainte. D'ailleurs, on l'a vu, là, dans ces femmes-là, plusieurs ne porteront pas plainte et ça leur appartient. Mais je pense que la police fait bien de réitérer qu'ils sont là. Puis un risque qu'elle ne soit pas crue aussi. Ça peut même se terminer mal, parce que si ça se termine, que la personne, souvent les gens vont dire c'est ma parole contre la sienne, pourquoi ils vont me croire moi en plus? Et cette crainte-là que ça pourrait se terminer sans que la personne soit condamnée. Donc à ce moment-là, la culpabilité de c'est de ma faute est encore plus grande. Il y a un risque à déposer plainte. C'est déprimant d'entendre tout ça. Ben, oui, mais attends, par le nombre, là, cette semaine, qu'est-ce qui arrive? Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. Il y a ça aussi. Il y a le moment où tu dis, ben, si on est plusieurs, peut-être que là, on va considérer qu'il y a un modus operandi, qu'il y a un pattern. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir démontrer de cette façon-là? Oui, c'est déprimant, mais regardons le courage de ces femmes-là et ce qu'elles sont en train de donner, ça en inspire. Et peut-être que ça va changer. C'est un moment historique cette semaine pour moi. Je pense que ça va changer la mentalité, les rapports entre les humains, la hiérarchie, ça va changer des choses. J'ai senti en les écoutant que c'était une des motivations. Merci pour vos enquêtes. Merci pour vos explications. J'ai écrit une carte que je vais lire moi-même. OK. Donc, tu t'adonnes une carte. Non, mais c'est parce que ça s'adresse OK. à toutes ces personnes touchées, humiliées ou agressées. Moi aussi, je dis bravo pour le courage de se lever et de dénoncer.